Les archives officielles, si un érudit était assez fou pour les consulter, diraient que le règne du roi Alpha Barrett Lockhart fut défini par l'unification des pactes du Nord et du Sud, la révision des anciens accords commerciaux et une période de prospérité lupine sans précédent. Les archives officielles seraient un mensonge. Le règne du roi Alpha Barrett Lockhart fut défini par un gros charrou nommé Humphrey. Tout avait commencé, comme la plupart des meilleures et des pires idées de Dinah, par un simple acte de défi. Le contrat de mariage faisait 17 pages. Dinah les avait lues, chacune, 2 fois, debout dans sa cuisine à 3 heures du matin, avec une tasse de thé refroidi, et Humphrey drapé sur les notes de boss de pages pertinentes. Les termes étaient raisonnables. Sa propre aile dans le château, un siège au conseil, bien que non votant, le droit de continuer son travail de négociatrice de meute. Elle avait paraphé chaque clause, puis au dos de la dernière page, d'une écriture que sa sœur avait un jour décrite comme agressivement lisible, elle avait ajouté une seule clause non négociable de son cru. Article 18. Le chat vient avec moi. Barrett Lockhart lut l'addendum dans la grande salle. Il se tenait droit, de toute la hauteur d'un homme qui avait autrefois mis fin à une guerre frontalière en entrant dans le camp adverse et en s'asseyant. Il tenait la page à distance, comme si elle pouvait être contagieuse. Un chat, dit-il. Sa voix était de ce genre de basse qui faisait habituellement reconsidérer aux montagnes leurs choix structurels. Nous sommes des loups, Dina. Nous sommes les prédateurs au sommet de la forêt profonde, les chanteurs de l'ancienne chanson de la lune, l'incarnation même de la souveraineté sauvage. Et Humphrey est l'incarnation même de la sieste. Elle ne leva pas les yeux des autres documents qu'elle signait. Il s'intégrera parfaitement avec les anciens du Conseil. Quelque chose dans sa poitrine, la partie de lui qui traquait les menaces, évaluait le territoire et avait déjà décidé il y a 3 jours qu'elle sentait les bois et quelque chose d'imprudent, s'immobilisa une fraction de seconde. Puis, cette chose dit, « Compagne, la compagne est drôle. Garde la compagne, signe le papier. Ce n'est pas une suggestion. » Barrett traduisit cette émeute interne par un unique soupir las. Le chat ne doit pas être une nuisance. Humphrey, qui à ce moment-là dormait sur l'accoudoir du trône ancestral à 17 pieds de là, n'entendit pas cela. Il s'en serait moqué. Mais l'histoire noterait que les termes furent acceptés et que la guerre qui suivit fut entièrement de sa faute. Le trône fut le premier territoire perdu. Cela se produisit le 3e jour. Barrett se trouvait dans la grande salle recevant les pétitions du matin. Un litige foncier des fermes de l'Ouest, une demande d'agrandissement des moulins, quelque chose d'interminable à propos de moutons. C'est alors que Humphrey entra par une porte que personne n'avait vue s'ouvrir. Il traversa la salle au rythme tranquille d'une créature qui n'a jamais été en retard pour quoi que ce soit et n'a pas l'intention de commencer. Il passa devant les pétitionnaires sans les reconnaître. Il atteignait l'estrade, considéra le trône en bois de cœur sculpté, pétrifié, ancien, construit pour un alpha 3 fois sa taille, et sauta sur le siège. Il tourna 1 fois, 2 fois, s'installa au centre exact du coussin avec une compression lente et délibérée qui sembla chasser l'air de la pièce, puis ferma les yeux. Barrett, qui était en pleine phrase concernant la situation des moutons, s'arrêta de parler. Le pétitionnaire, un fermier buriné nommé Guerin, qui expliquait sa revendication de frontière avec l'intensité d'un homme qui a répété cette conversation sous la douche pendant 1 semaine, s'arrêta également de parler. La salle était silencieuse. Humphrey ouvrit d'un œil, enregistra l'audience et commença à ronronner. Le son se propagea dans la salle de pierre avec la résonance d'un petit moteur autosatisfait. Dina, observant depuis la galerie latérale où elle examinait la correspondance, sentit Sana, la partie d'elle qui classait tout sous les évaluations tactiques de menace ou non-menace, effectuer une évaluation rapide. Pas une menace. Positionnement stratégiquement judicieux. Note. Le visage du roi est en train de faire quelque chose. Le visage de Barrett faisait en effet quelque chose. La micro-expression particulière d'un homme qui sait qu'il est observé par 40 personnes et doit maintenant décider s'il doit physiquement retirer un chat endormi du siège ancestral du pouvoir ou simplement ne pas le faire. Il choisit de ne pas le faire. Il se décala sur la gauche du trône, ajusta sa posture et aborda le problème des moutons de Guerin depuis une position à environ 2 pieds de l'endroit où il était censé se tenir. Comme si c'était parfaitement naturel.
comme si chaque roi alpha de la lignée Locatch avait gouverné légèrement à gauche du centre, tandis qu'un chat roux de 15 livres occupait le siège de l'autorité ancestrale. La frontière, dit Barrett, sera arpentée d'ici la fin de la semaine. Continuez. Guerin, à son crédit, continua. Il ne regarda pas le chat. Personne ne regarda le chat. Le chat n'était pas là. Le chat n'avait jamais été là. Le roi Alpha préférait simplement se tenir debout. Les gardes, dont le travail exigeait de maintenir des expressions neutres dans des circonstances allant des incursions frontalières aux funérailles d'État, décriraient plus tard ce jour comme le plus difficile de leur carrière professionnelle. À la fin de la première semaine, le personnel du château avait un nom pour cela. La position du roi, il l'utilisait avec des visages parfaitement impassibles. Barrett se tenait debout. Humphrey était assis. Le royaume s'adapta. Les autres conquêtes suivirent en succession rapide. Le sceau royal, un lourd disque de fer frappé des armoiries Locatch que Barrett utilisait pour authentifier la correspondance officielle, disparut le 4e jour. Marcus le trouva sous Humphrey, qui dormait dessus dans une tache de soleil près de la fenêtre est. Ils déplacèrent Humphrey. Ils récupérèrent le sceau. Humphrey retourna sur le sceau dans l'heure qui suivit. Ils le déplacèrent à nouveau. Il revint à nouveau. À la 3e tentative, Marcus, qui avait survécu 4 ans comme bêta de l'alpha le plus têtu des territoires du Nord et savait quand une guerre était ingagnable, commença simplement à apporter les documents au chat. « Seigneur Humphrey, dit-il avec un visage impassible, soulevant le seau dessous le ventre chaud du chat. J'ai besoin de ceci pour la correspondance commerciale de l'Est. Je le rendrai quand j'aurai terminé. » Humphrey bâilla. « Il a approuvé, dit Marcus à Barrett. »« Il n'a pas approuvé, dit Barrett. Il a bâillé. Ce sont des choses différentes. »« D'après mon expérience, dit Marcus, elles ne le sont pas. » La table du conseil tomba ensuite. Humphrey développa une opinion sur l'arrangement des documents, qu'il communiquait en s'asseyant sur tout ce qu'il considérait comme mal placé. La première fois que cela se produisit, les rapports de patrouille d'Anna se retrouvèrent au bas de la pile, déplacés par un chat qui les avait traversés avec la détermination concentrée d'une créature réorganisant le monde selon ses spécifications. Le conseil avait tenté de travailler autour de lui. À la 3e réunion, ils positionnaient leurs papiers à l'avance, dégageant le centre de la table pour un espace de la taille d'un chat que personne ne reconnaissait, mais que tout le monde respectait. Anna, qui avait commandé 3 campagnes frontalières et traqué un loup solitaire dans un blizzard pendant 48 heures sans dormir, plaça ses rapports de patrouille à gauche de la zone du chat sans commentaire. Elle avait, expliqua-t-elle plus tard à Marcus, simplement fait une évaluation tactique des batailles qui valaient la peine d'être menées. Celle-ci n'en était pas une. L'accomplissement suprême eut lieu lors de la visite d'État de l'Alpha Titus de la meute de Silver Creek. Titus était un homme imposant qui portait son épée de cérémonie, comme certains hommes portent une personnalité, attachée, visible, compensatoire. L'épée était incrustée de plus de joyaux que de bon sens, et il la posa sur la table du conseil pendant les formalités d'ouverture avec la révérence prudente d'un homme déposant un argument très coûteux. Humphrey était à l'autre bout de la table, endormi sur une pile de documents commerciaux. Il n'était pas endormi. Dinah le vit. Le léger mouvement de ses oreilles, la façon dont son poids se redistribua presque imperceptiblement sur ses pattes avant. Elle vivait avec ce chat depuis 6 ans. Elle savait à quoi il ressemblait quand il calculait. Sanna, il va faire quelque chose. Le quelque chose prit 11 secondes. Humphrey se leva, s'étira avec la nonchalance élaborée d'une créature qui n'a absolument nulle part où aller et marcha le long de la table du conseil. Il passa les documents commerciaux. Il passa la carafe d'eau. Il atteignit l'épée, la considéra d'un lent clignement d'œil et étendit une seule patte. L'épée tomba de la table avec un bruit de lustre en désaccord avec la gravité. Elle heurta le sol en pierre, rebondit une fois et s'immobilisa au pied de Titus dans un cliquetis de joyaux qui résonna dans la salle. Humphrey s'assit là où l'épée avait été, fixa Titus du regard, le maintint et commença à ronronner. Le silence qui suivit avait une texture. C'était le silence de 30 personnes décidant simultanément de ce qu'elles venaient de voir et de ne pas voir. Le visage de Titus passa par plusieurs couleurs que Dinah ne savait pas que les visages pouvaient produire. L'expression de Barrett ne changea pas, ce qui demanda un effort que Dinah archiva.
L'homme avait une maîtrise de soi semblable à un matériau de construction. Seigneur Humphrey, dit Barrett, s'adressant au chat avec la formalité grave qu'il réservait habituellement aux signataires de traités, a exprimé une préférence concernant l'arrangement de la table. Alpha Titus. Peut-être que l'épée serait plus à l'aise sur le râtelier près de la porte. Les négociations commerciales qui suivirent furent, de l'avis de tous, étonnamment favorables à Greywood. Titus fit des concessions qu'il n'avait pas prévu de faire. Que ce soit parce qu'il avait été diplomatiquement surclassé ou parce qu'il avait été psychologiquement dévasté par un chat de 15 livres, les archives officielles ne le dirent pas. Le premier matin, Dina se réveilla dans un lit vide et un espace froid à côté d'elle qui sentait le pain et quelque chose de plus sombre. Le fer, peut-être, ou juste l'odeur particulière d'un homme qui portait l'autorité comme un système météorologique. Elle resta immobile, écoutant. Le silence d'avant l'aube dans le château avait une qualité différente de tous les silences qu'elle avait connus. C'était un silence de pierre, profond et minéral, du genre qui absorbait le son plutôt que de simplement le contenir. À travers lui, elle entendit le doux déplacement de poids sur la balustrade du balcon. Les planches ne grincèrent pas tant qu'elles n'expirèrent, puis la percussion étouffée de quelque chose de très grand, heurtant le sol durci par le gel 4 étages plus bas. Elle se leva. Les dalles étaient assez froides pour faire mal. Elle traversa la pièce jusqu'à la fenêtre et regarda en bas. Un loup courait le long du périmètre du domaine du château. Pas une patrouille. Elle connaissait la différence. Elle avait grandi en lisant les loups comme certains lisent de la météo. Pas un exercice. C'était tout autre chose. Un loup noir colossal, plus grand que tous ceux qu'elle avait vus en des années de vie de meute. Sa fourrure était si sombre qu'elle semblait moins une couleur qu'un endroit où la lumière s'arrêtait. Il se déplaçait à pleine vitesse le long de la lisière des arbres, de grandes pattes dévorant la terre gelée, son souffle s'échappant en nuages blancs qui restaient suspendus dans l'air immobile un instant avant de se dissoudre. Sa foulée était énorme et tranquille à la fois, l'allure particulière de quelque chose qui a été gardé trop longtemps au même endroit et qui se souvient brièvement à quoi servirent ses jambes. Il atteignit la première ligne d'arbres sans ralentir. La forêt l'accueillit et il disparut. Elle resta à la fenêtre, les pieds tenus sur la pierre froide, et regarda l'espace où il avait disparu. Le givre sur le sol était déchiré en une longue ligne courbe, la seule preuve qu'il avait été là. Quelque part au-delà de la lisière des arbres, elle pouvait le sentir. Pas le lien de compagnon, pas encore. Juste la conscience périphérique de quelque chose de très grand se déplaçant à travers le monde à grande vitesse, et le silence particulier qui se rassemble dans l'espace derrière lui. Il revint en 20 minutes. Elle le regarda émerger des arbres au trot, secouant la neige de sa fourrure, et se transformer à la base des murs avec l'aisance de quelqu'un qui enlève un manteau. Une forme, puis l'autre, fluide et complète. Il ne leva pas les yeux. Elle recula de la fenêtre. Certaines choses, elle le comprenait, n'étaient pas destinées à être vues. Elles étaient destinées à être connues tranquillement et gardées. Sana le classa. Elle avait une catégorie spécifique pour cela. Les choses qui étaient vraies et valaient la peine d'être gardées, qui ne rentraient nulle part officiellement. À la fin du premier mois, c'était un dossier substantiel. Elle n'en avait pas parlé à Dina. Elle n'était pas Rex. Barrett soutenait publiquement et avec une conviction théâtrale que le chat était une épreuve envoyée par la déesse de la Lune pour tester sa patience légendaire. « Je tolère la créature pour des raisons diplomatiques », annonça-t-il un soir au dîner. Humphrey était sur la table. Ce n'était plus inhabituel. Ce qui était inhabituel, c'est qu'il s'était positionné à côté de l'assiette de Barrett et mangeait le saumon directement dedans avec l'efficacité sereine d'un douanier traitant une expédition de routine. Chaque bouchée était délibérée, sans hâte. Il mâchait les yeux mi-clos et les oreilles inclinées à un angle précis de satisfaction. Barrett ne déplaça pas son assiette. Il ne déplaça pas le chat. Il mangea autour des sélections du chat avec la chorégraphie prudente d'un homme partageant un repas avec un convive dont il avait appris à anticiper les préférences. « Il y a des précédents historiques », continua-t-il, coupant son pain de la main gauche, tandis que Humphrey examinait le poisson avec un intérêt renouvelé. « J'ai demandé aux historiens du Conseil. C'est une zone grise légalement. »« Tu l'aimes, » dit Dina. C'était la première fois qu'elle le disait. Ce ne serait pas la dernière. « Le précédent est ancien, » dit Barrett.
est très aride, mais il est là. Dis-lui. Dis Rex, dis-lui que nous aimons le petit roi. Il est orange et il est à nous, et sa fourrure est la meilleure des choses. Barrett prit une bouchée de pain délibéré et ne dit rien. Le château savait. Les gardes savaient. Le réseau de ragots, plus efficace que n'importe quel système de corbeaux et considérablement moins cher à entretenir, avait diffusé la vérité dans les 48 heures suivant l'arrivée de Dina. Le roi Alpha était amoureux du chat. La condition semblait être structurelle. La preuve irréfutable arriva 3 nuits plus tard, et Dina la trouva par accident. Elle avait laissé un livre dans le bureau, un manuel de négociation avec des onglets et des annotations dont elle avait besoin pour la correspondance du matin. Elle traversa le couloir pieds nus, le château silencieux autour d'elle, à l'exception du faible bourdonnement de la rotation des gardes 2 étages plus bas, et poussa la porte du bureau. Barrett était par terre. Le roi Alpha de Greywood, qui avait mis fin à une guerre frontalière en entrant dans le camp adverse et en s'asseyant, qui commandait le plus grand territoire de meute des étendues du Nord, dont la voix faisait reconsidérer leur choix aux montagnes, était assis dans tailleur sur le sol de pierre de son bureau à la lueur de la lampe, agitant une petite souris en feutre au bout d'une ficelle. Humphrey était en plein vol. Le chat s'était lancé d'un départ arrêté. Ses 15 livres entièrement engagés dans l'arc, les pattes avant étendues, les pattes arrière fournissant la propulsion avec l'élégance concentrée de quelque chose qui a décidé que ceci, spécifiquement, est le but entier de l'existence. Il manqua la souris d'un pouce, atterrit, se ressaisit et se lança à nouveau. Barrett agita la ficelle. Humphrey s'ajusta. La souris en feutre vira à gauche. Humphrey recalcula sa trajectoire en plein saut avec l'intensité d'un général ajustant sa stratégie sur le champ de bataille, et attrapa la souris avec ses 2 pattes. Il atterrit, roula et émergea avec la souris serrée entre ses dents, la queue fouettant l'air. Barrett fit un son. Dina, debout dans l'embrasure de la porte, une main sur le cadre, le catalogua précisément. Un rire bas et involontaire qui venait de quelque part sous son diaphragme, rauque et surpris, comme s'il s'était échappé sans autorisation. Son visage faisait la chose qu'elle avait vue une fois brièvement pendant l'incident du trône, mais plus pleinement maintenant, sans garde de la manière spécifique des gens lorsqu'ils sont absolument certains que personne ne regarde. Les rides autour de ses yeux s'étaient réarrangées. Sa bouche avait abandonné la forme qu'elle tenait habituellement. Il ressemblait, pensa-t-elle, à une personne qu'elle n'avait pas encore rencontrée. Il agita de nouveau la souris. Humphrey la lâcha, s'accroupit et se lança. L'autre main de Barrett se leva doucement, distraitement, et gratta derrière les oreilles du chat quand il atterrit sur ses genoux. Humphrey commença à ronronner. Les doigts de Barrett travaillaient de la fourrure avec l'attention particulière de quelqu'un faisant quelque chose qui compte. Dina ne récupéra pas le livre. Elle ne s'annonça pas. Elle recula de l'embrasure de la porte, retourna dans la chambre et s'allongea dans le noir, cataloguant ce qu'elle avait vu avec la précision d'une femme qui comprenait que certaines preuves sont mieux gardées dans une seule juridiction. Sana le classa sous chose qu'elle porterait comme une pierre dans une poche, lisse, substantielle, réelle. Elle mentionna à Marcus le lendemain matin en passant que le roi semblait développer un faible pour les petites choses sans défense. Elle mentionna au chef cuisinier que Humphrey préférait son saumon légèrement poché, tout comme le roi. Elle planta des graines, n'arrosa rien, et laissa le jardin pousser entièrement de lui-même. La paix qui clôtura définitivement le dossier vint plus tard. Elle se réveilla une nuit au clair de lune et au son. La lune était une pièce d'argent sur du velours noir, déposant une bande de blanc sur le plancher qui se terminait précisément au pied du lit. L'espace à côté d'elle était vide. Le son venait de là, du pied du lit. Doux, rythmé, incroyablement délicat pour quelque chose de sa taille. Barrett s'était transformé. Sa forme de loup remplissait l'espace au pied du lit comme un rocher remplit un ruisseau, non par la force, mais par le simple fait de sa masse. Il était énorme. Sa fourrure était le noir qu'elle avait vu de la fenêtre pendant les courses à l'aube, le genre de noir qui semblait avoir un poids et une profondeur dans lesquels on pouvait tomber. Il était enroulé en un cercle serré, sa grande tête reposant sur ses pattes avant et nichée contre sa poitrine, tenu entre ses pattes avec le soin spécifique et délibéré qu'un loup accorde à un louveteau, se trouvait Humphrey. Le chat était entièrement sur le dos.
le ventre au plafond, les pattes repliées, les yeux mi-clos avec la confiance absolue et désossée d'une créature qui a soit fait une évaluation de risque sophistiquée, soit n'a aucune notion du risque. Le son rythmé était de la langue de Barrett. Il léchait derrière les oreilles de Humphrey, lentement, minutieusement, avec l'attention concentrée d'un loup accomplissant une tâche qui importait, de la manière dont les loups font les choses quand personne ne regarde, complètement sans performance. Car le concept de honte pour les choses qu'ils aiment n'est pas une chose que leur architecture supporte. Humphrey ronronnait si fort que cela remontait à travers le matelas. Dinah ne bougea pas, elle ne respira pas plus fort que nécessaire. Elle resta sur le côté et regarda, et catalogua. L'angle de la tête énorme incliné pour accommoder le petit crâne. Le soin particulier autour du menton du chat, où la langue se déplaçait en coupe-court et prudent. La façon dont le corps du loup, massif, construit pour courir, se battre et tenir un territoire, s'était entièrement organisé autour de cette seule petite tâche, comme s'il n'y avait rien d'autre au château qui vaille la peine d'être fait. Elle resta ainsi longtemps pique-monque, assez longtemps pour que le ronronnement d'Humphrey atteigne son apogée, puis se stabilise à une fréquence plus profonde et plus lente, celle qui signifiait que le vrai sommeil arrivait. Assez longtemps pour que le clair de lune se déplace de quelques degrés sur le sol. Assez longtemps pour comprendre ce qu'elle regardait. C'était un homme à qui on avait dit si longtemps que l'amour était un handicap qu'il avait appris à aimer en secret, dans le noir, sans public, quand il était absolument certain que personne ne regardait. Que l'amour exista du tout sous toute cette armure soignée, derrière toutes ces années de gouvernement solitaire, lui semblait plus remarquable que tout ce qu'il pourrait faire avec une épée ou un traité. Si Lana se tut, pas le silence de classement, pas le silence d'évaluation, autre chose. Elle sentit quelque chose sans catégorie, quelque chose de chaud et sans langage. Note-le, dit Sana, non pas comme une suggestion, mais comme une information. Elle l'avait déjà fait. Classé sous à garder. Sous dossier, ne pas utiliser contre lui. Dina se rendormit en souriant. Il ne savait pas qu'elle avait vu. Il ne saurait jamais qu'elle avait vu. C'était à elle. La vérité sur lui, portée tranquillement comme une preuve. La situation des loups solitaires atteignit un point critique le 2e mois. Marcus arriva dans la grande salle avec l'expression d'un homme qui a répété son discours 2 fois et ne l'aime toujours pas. Il étala une carte sur la table du conseil, du côté non-Humphrey, et attendit que Barrett termine la dernière pétition du matin avant de parler. 6 loups, peut-être 8. Il tapa sur la frontière haie. Ici, vivant dans les bois, juste à l'intérieur de notre ligne, nous pensons que ce sont des restes de la meute d'Ashval. Leur alpha est mort l'automne dernier. Pas de succession, pas de territoire, pas de structure. Il déplaça son doigt le long d'une trace de signalement. Ils ont pillé les fermes extérieures, des réserves de grains surtout, un poulailler. La semaine dernière, une des patrouilles frontalières d'Anna en a rencontré 3. Il marqua une pause. Dina, sur le siège de la fenêtre avec Humphrey sur ses cuisses, entendit la pause et sut ce qu'elle était. L'espace où vivent les mauvaises nouvelles. Ça n'a pas dégénéré, dit Marcus, mais c'était proche. Barrett étudia la carte. Ses mains étaient à plat sur la table, et Dina pouvait voir les tendons ressortir sur leur dos, la tension particulière d'un homme retenant quelque chose. Combien de nos gens sont en danger? Les fermes de Milford sont les plus proches. Une famille de 4, 2 louveteaux. Marcus hésita. Ils ont peur. Envoie une patrouille de guerriers, 3 à 5. Fais-leur comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus sur nos terres. Barrett, dit Dina depuis le siège de la fenêtre, doucement. Pas un défi, juste son nom pour l'espace entre ce qu'il avait dit et ce qu'il n'avait pas considéré. Elle déplaça le poids de Humphrey de la cuisse concernée pour pouvoir se tourner correctement. Puis-je? Il la regarda. La partie de lui qui traquait les sorties et évaluait les lignes de vue, la couche de loup qui était toujours en marche, cartographiant toujours la pièce, enregistra la façon dont elle se tenait, penchée en avant, les 2 pieds au sol. La posture de quelqu'un qui a quelque chose de spécifique à dire et y a déjà réfléchi. Ils ne payent pas pour le plaisir, dit-elle. Ils payent parce qu'ils ont faim et ne savent pas quoi faire d'autre. La dissolution d'Ashvale a été mal gérée. Le conseil s'est simplement dissous. Pas de transition, pas d'arrangement. Ces loups n'ont nulle part où aller. Elle jeta un coup d'œil à la carte. Si vous les chassez de la frontière Est,
Ils referont surface ailleurs, et le prochain alpha qu'ils rencontreront pourrait ne pas y réfléchir à deux fois avant de... Je connais la situation, dit-il pas méchamment, mais avec la finalité particulière d'un homme fermant une porte et vérifiant la serrure. Je sais aussi ce qui se passe quand on laisse des loups sans structure sur une frontière territoriale. Ça devient une invitation. Il croisa son regard. 3 guerriers, 2 semaines. S'ils sont encore à l'intérieur de notre frontière après ça, nous passons à l'étape supérieure. Diane le regarda un instant de plus que ce qui était confortable. Elle pouvait sentir la forme de l'argument qui viendrait ensuite. Celui où elle insisterait, où il résisterait, où ils diraient tous les deux des choses vraies et où aucun d'eux n'écouterait. Et elle choisit de ne pas l'avoir. D'accord, dit-elle, et elle baissa de nouveau les yeux sur ses lettres. Sana mit à jour le dossier. Il t'a entendu. Il n'a pas écouté. Délai probable pour arriver à la bonne conclusion. 10 à 14 jours. Elle avait appris à être spécifique. Anna mena la patrouille elle-même. Elle partit à l'aube avec 2 loups aux couleurs de Greywood, se déplaçant dans la brume matinale vers la lisière des arbres, avec la posture de quelqu'un qui a déjà fait cela et a l'intention de le faire correctement. Dana les regarda partir depuis le couloir supérieur. À côté d'elle, par la fenêtre ouverte, l'air froid transportait l'odeur du pain et du givre, et en dessous, le léger musc d'autres loups, l'odeur des solitaires, fine et piquante de cortisol, qui flottait sur les terres de l'Est depuis des semaines. Elle se demanda si Barrett pouvait la sentir depuis la grande salle. Elle savait qu'il le pouvait. Elle savait qu'il la sentait depuis avant que Marcus n'apporte la carte. Anya revint le 3e jour. Son rapport fut bref, ce qui était toujours un signe. Nous avons trouvé leur camp, Bois de l'Est, à un demi-mile à l'intérieur de la frontière, abri de fortune, des appentis et une tente. On dirait qu'ils sont là depuis au moins 2 mois. Elle se tenait devant Barrett avec la carte déroulée, montrant un endroit qu'elle avait marqué au fusain. Ses cuirs de patrouille sentaient encore la forêt profonde. Nous nous sommes montrés à la lisière des arbres, avons clairement indiqué qui nous étions. Elle marqua une pause. La pause particulière d'Anna lorsqu'elle choisissait ses mots, avec plus de soin que son économie habituelle ne l'exigeait. Ils n'ont pas fui, ils sont juste restés là, 7 d'entre eux au bord du camp, à nous regarder, pas menaçants, pas en mouvement, juste... Elle déplaça son poids, regardant comme des gens qui attendent quelque chose qu'ils attendent depuis longtemps. La salle était silencieuse. Humphrey, endormi sur le trône, remua une oreille. Le plus jeune ne peut pas avoir plus de 18 ans. Il avait l'air de ne pas avoir dormi correctement depuis 1 mois. Barrett était immobile, du genre d'immobilité que Dina avait appris à reconnaître comme un traitement de l'information. Pas l'immobilité décisive d'un homme sur le point d'agir, mais la sorte plus lourde. L'immobilité d'un homme rencontrant une information qui ne correspond pas à l'endroit où il voudrait la mettre. Ont-ils reçu le message? Demanda-t-il. Ils l'ont reçu. Quant à savoir s'ils agiront en conséquence? Anya secoua légèrement la tête. Alpha, ce ne sont pas des pillards. Les pillards ont une structure. Les pillards ont un plan. Ce que j'ai vu, ce sont 7 loups qui ne savent pas quoi faire ensuite et qui manquent de temps pour le découvrir. C'était presque exactement ce que Dina avait dit lors de la réunion du conseil. Elle ne le fit pas remarquer. Elle pouvait sentir le poids de l'attention de Barrett de l'autre côté de la pièce, la qualité de son immobilité changeant. Quelque chose en elle reconnaissant ce qu'on lui avait déjà dit. Maintienne la patrouille sur la rotation est, dit-il. Double la fréquence, je veux savoir s'il bouge. Anna hocha la tête, roula la carte et partit. Marcus lança à Dina un regard qu'elle choisit de ne pas recevoir. Cette nuit-là, après minuit, les portes du balcon s'ouvrirent à nouveau. Le froid entra comme une 3e présence. Elle entendit les balustrades supporter son poids, puis le son de quelque chose de très grand tombant dans l'obscurité. Cette course était différente. Elle n'avait pas besoin de la voir pour le savoir. La course de l'aube était joyeuse et rapide, tournée vers l'avant, un animal se souvenant pourquoi il était fait. Celle-ci, elle pouvait en sentir la forme à travers les premiers et plus faibles fils du lien de compagnon, était plus lente, plus près du sol, cherchant une solution à quelque chose qui n'en avait pas encore. Il revint avant que le ciel ne s'éclaircisse, se transforma tranquillement sur le balcon, se glissa dans le lit, s'allongea sur le dos et ne dit rien. Elle ne dit rien non plus. Après un moment, elle se rapprocha de lui. Pas une conversation,
juste un fait. Sa peau était froide de la course, et il sentait la sève de pain et la terre gelée, et le muscle animal profond qui s'accrochait à lui pendant des heures après une transformation. Sa respiration, qui avait été contrôlée et délibérée, se calma. Sa main trouva la sienne sous les couvertures. Il la serra. Pendant 11 jours, les fermes furent calmes. Le 12e, le grenier de Milford fut de nouveau touché, plus durement. La serrure fut brisée avec plus de désespoir que de force. Le bois autour était éclaté d'une manière qui parlait de main froide et d'urgence plutôt que de planification. La famille rapporta des bruits dans la nuit. 2 louveteaux tenus éveillés et effrayés. Barrett n'envoya pas les guerriers à nouveau. Il vint trouver Dina ce soir-là dans la bibliothèque où elle lisait, avec Humphrey installé sur ses pieds comme un petit rocher poilu. Il se tint un instant dans l'embrasure de la porte, une main sur le cadre, dans la posture particulière d'un homme qui a marché jusqu'à une porte et décide maintenant s'il doit la franchir. « Tu veux dire quelque chose? » dit-il. « Je veux aller leur parler. » Elle posa son livre. Pas officiellement, juste aller écouter, découvrir ce dont ils ont besoin. Seul avec Anna, si ça te rassure, et Humphrey probablement, parce qu'il me suivra de toute façon et il a fait ses preuves diplomatiquement. Il entra dans la pièce et s'assit dans le fauteuil en face d'elle, à la lueur du feu. Les ombres sous ses yeux étaient plus lourdes qu'elle ne les avait vues. Ses mains étaient jointes entre ses genoux et elle les regarda la façon dont son pouce pressait contre la paume opposée dans un mouvement lent et répétitif. Un geste d'apaisement qu'il ne savait sans doute pas qu'il faisait. « Tu es une négociatrice de meurtre, dit-il. Tu es très douée dans ce que tu fais. Je ne le conteste pas. » Il regardait ses mains. « Mais c'est mon territoire et ma meute. Et si la négociation tourne mal, elle tourne mal sur mes terres, avec mes gens en danger. Il y a une limite à l'autorité que je peux déléguer. Et quand même, je ne demande pas ton autorité, dit-elle. Je te demande ta confiance. » La distinction fit mouche, elle la vit l'atteindre, le léger arrêt de son pouce contre sa paume, la façon dont sa mâchoire se crispa. Il resta assis avec ça. « Donne-moi quelques jours de plus, dit-il. » Elle le regarda. Il la regarda en retour. Le feu bougea dans l'âtre. Quelque chose dans son visage demandait quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Et elle le reconnut, non pas parce qu'il le lui avait dit, mais parce qu'elle l'observait depuis 2 mois et que le dossier était volumineux. « D'accord, dit-elle, et elle le pensait. Pas comme une concession, mais comme un choix. Silana, en attente, dossier d'actifs, ne pas fermé. Les jours qu'elle lui donna ne furent pas exactement confortables, mais ce n'était pas le genre de malaise cassant. La tension entre eux avait une texture qu'elle apprenait à lire. Pas froide, pas distante, juste contenue, comme quelque chose sous pression qui n'avait pas encore trouvé sa forme. Le premier soir, ils se disputèrent à propos de la table du conseil. C'était objectivement une dispute ridicule. La table était marquée et usée et avait été bien pendant 40 ans, ce qui était, souligna Dina, précisément le problème. Puisque bien pendant 40 ans n'était pas vraiment une norme à laquelle quiconque devrait aspirer pour des meubles ou une gouvernance. Barrett argua que la table avait une valeur historique et que la refaire serait une dépense inutile pendant une période qui impliquait également d'absorber 7 loups solitaires et de remplacer la serrure du grenier de Milford, 2 choses qui n'étaient pas gratuites. Dinah argua qu'un royaume qui ne pouvait pas se permettre de penser une table était un royaume avec des problèmes plus importants que son budget mobilier. Humphrey résolut le différend en s'asseyant sur la section la plus usée et en refusant de bouger. Il s'endormit la patte sur la plus profonde entaille, une posture qui pouvait être interprétée soit comme « cette table a besoin de travaux », soit comme « cette table est à moi et je déciderai de son sort ». Barrett regarda le chat, regarda Dina. Quelque chose dans son expression luttait contre lui-même, et la chose contre laquelle il luttait était l'envie de rire. Il ne rit pas, mais le coin de sa bouche fit quelque chose qu'il n'était pas censé faire. « Nous en discuterons au printemps, dit-il. Nous en discuterons jusqu'à ce que j'aie raison, dit Dina. La compagne a raison, offrit Rex de quelque part au fond de la poitrine de Barrett. La table est mauvaise. Le petit roi est d'accord. J'ai parlé. Barrett ferma brièvement les yeux, à la manière d'un homme recevant un conseil qu'il n'avait pas demandé. Le 2e soir, ils dînèrent seuls ensemble, la suite habituelle réduite à un seul cuisinier qui apporta la nourriture et partit avec l'efficacité de quelqu'un qui pouvait lire une pièce à 40 pas.
Le silence entre eux n'était pas hostile. Dinah pensa que cela aurait peut-être été plus facile à naviguer. L'hostilité avait des bords que l'on pouvait trouver dans le noir. Ce silence était juste l'espace où deux personnes attendaient chacune que l'autre trouve les mots justes, et aucune d'elles ne les avait encore trouvés. Barrett mangeait avec l'attention méthodique qu'il apportait à tout, pleinement présent, rien de gaspillé. Il remplit son vin sans qu'on le lui demande. Il passa le pain sans cérémonie, de petits actes de considération accomplis si automatiquement qu'elle doutait qu'il sût qu'il les faisait. Ce qui était, elle en était venue à le comprendre, exactement le genre d'homme qu'il était. Quelqu'un dont le soin se manifestait dans la logistique et les petites attentions plutôt que dans les déclarations, parce qu'on lui avait dit si longtemps que le soin était un handicap qu'il avait appris à l'exprimer de manière qu'il pouvait plausiblement nier. La famille Milford, dit-il finalement, pas comme une ouverture, mais plutôt comme quelque chose qui était resté dans sa poitrine toute la journée et avait trouvé une fissure pour s'échapper. Oui, je suis allé à la ferme ce matin, officieusement. Il regardait son assiette. Le père, il s'appelle Harwin, il m'a montré où la serrure était cassée, m'a tout expliqué. Il s'arrêta, posa sa fourchette, la reprit. Il n'était pas en colère. Il avait juste peur. Il n'arrêtait pas de dire « Nous comprenons que c'est compliqué. Nous ne voulons pas causer de problèmes. » La voix de Barrett baissa. Et ce qu'il y avait dedans n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus brut que ça. Quelque chose qui vivait sous la colère, à l'endroit où un chef garde les choses qu'il ne peut pas réparer assez vite. Comme si un homme dont le grenier a été pillé 2 fois devait s'excuser auprès de moi pour le désagrément que ses enfants aient peur. Il reposa la fourchette. Cette fois, il ne la reprit pas. « Je ne sais pas comment arranger ça avec une patrouille de guerriers, dit-il. » Diana laissa la phrase en suspens. Elle lui laissa de la place. Elle ne remplit pas le silence avec une solution, parce que la solution n'était pas ce dont il avait besoin à ce moment-là. Ce dont il avait besoin, c'était que quelqu'un l'entende arriver à la réponse qu'il avait contournée. « Je sais, dit-il, ce qui n'était pas la même chose que « je vais essayer à ta manière ». Mais c'était plus proche que tout ce qu'il avait dit à la réunion du conseil. C'était assez proche. Ils finirent de dîner sans rien résoudre. Dina considéra cela comme un progrès. Le 3e soir, Marcus la trouva dans la bibliothèque et s'assit sans y être invité. Sa veste était poussiéreuse et il sentait la vieille pierre. Il était de nouveau dans les couloirs inférieurs, faisant ce que Marcus faisait quand l'infrastructure du château avait besoin d'une attention que personne d'autre ne penserait à lui donner. « Il est ressorti la nuit dernière, dit Marcus. La course, je sais. Il est revenu et est resté assis dans le bureau jusqu'à l'aube. J'étais debout avec les rapports d'approvisionnement de l'Est. Je pouvais voir la lumière sous la porte. Il marqua une pause. À un moment, je l'ai entendu parler au chat. Je crois. Je n'ai pas écouté. Dina le regarda par-dessus son livre. Il ne va pas demander d'aide, dit Marcus. Il sait qu'il en a besoin. Il n'a juste pas encore trouvé le langage pour le demander. Il croisa son regard, et son expression était celle qu'elle en était venue à associer à Marcus à son plus honnête. Direct, légèrement fatigué, et portant le poids d'une loyauté qui avait survécu à la patience de plusieurs autres personnes. « Je le regarde gouverner seul depuis 4 ans, Dina. Ça a été, si je suis honnête, épuisant pour tout le monde. J'aimerais beaucoup que quelqu'un d'autre partage le fardeau. »« Pourquoi me dis-tu ça? »« Parce que c'est à toi qu'il doit demander. » Il se leva, lissa sa veste poussiéreuse. Aussi, Anya dit que le courant d'air du parapet ouest a empiré. Je vais aller voir ça. Il partit avec la détermination particulière d'un homme qui a dit ce qu'il était venu dire et a maintenant l'intention de faire quelque chose d'utile de ses mains. Dina resta assise avec ça. Elle baissa les yeux sur Humphrey, qui était drapé sur ses pieds, avec la confiance totalement désossée d'une créature qui n'a jamais eu à faire face à une tension non résolue. « Tu as la vie facile, toi, lui dit-elle. Humphrey ronronna. Le lendemain matin, elle se réveilla tôt dans un lit vide et des portes de balcon ouvertes. La course de l'aube. Elle resta allongée, écoutant le silence, et pensa aux mots de Marcus. Il n'a juste pas encore trouvé le langage pour le demander. Elle pensa à la table du dîner, au pain passé sans cérémonie, au vin resservi, à l'histoire d'Harwin et de ses enfants effrayés, et à la façon dont Barrett avait posé sa fourchette et ne l'avait pas reprise. Aux courses de minuit qui étaient passées de joyeuses à quelque chose de plus lourd. Il était en train de trouver le langage. Il le trouvait comme il trouvait tout. Lentement,
complètement, sans raccourci, à son propre rythme, dans son propre ordre. De la manière dont un loup explore un territoire inconnu, non pas en demandant une carte, mais en parcourant chaque centimètre jusqu'à ce que le terrain soit connu. Elle se leva, s'habilla et alla chercher son chat. Humphrey n'était pas là où elle s'attendait à le trouver. Elle vérifia la salle du trône, vide à l'exception d'un garde qui confirma que Seigneur Humphrey était passé il y a quelque temps, se dirigeant vers l'est. Elle vérifia les cuisines où le cuisinier ne l'avait pas vu. Elle vérifia le bureau où la souris en feutre était sur le rebord de la fenêtre, légèrement abîmée et immobile. Elle le trouva à la lisière est du domaine du château, là où les chemins entretenus se dissolvaient dans la vraie forêt. Il était assis dans une parcelle de faible lumière matinale, se lavant une patte avec le dévouement concentré d'un chat, effectuant un entretien essentiel, et totalement impassible face au fait qu'un jeune loup était accroupi à 6 pieds de lui, figé sur place, fixant Humphrey avec une expression de pure merveille perplexe. Le loup, à peine plus qu'un louveteau, avait 17 ou 18 ans au plus, avec la maigreur particulière qui ne vient pas d'un repas manqué, mais d'en avoir manqué assez pour que le corps commence à prendre des décisions sur ce qu'il peut se permettre de garder. Ses vêtements étaient usés, ses mains tremblaient, et pas de froid. Il était devenu si immobile que la propre couche de loup de Dina le perçut d'abord comme un paysage, puis une demi-seconde plus tard, corrigea. Personne effrayé, pas une menace. Il regardait Humphrey avec des yeux immenses. Le chat finit sa patte, considéra l'autre, puis, avec la confiance absolue d'une créature qui n'a jamais eu de raison de douter de son accueil, marcha directement vers le jeune loup, s'assit sur sa botte et commença à ronronner. Le jeune loup regarda le chat sur sa botte. Il regarda Dina. Il regarda de nouveau le chat. Dina s'assit sur une bûche voisine. « Il fait ça, dit-elle. Tu n'es pas spécial. Il le fait à tout le monde. » Elle le laissa passer un temps. « Je m'appelle Dina. » Silence, puis à peine au-dessus d'un murmure. « Cale, depuis combien de temps votre groupe est-il dans le bois de l'Est, Cale? » Il se tendit. Elle le vit le traverser. La contraction de tout le corps d'un animal de proie qui a entendu quelque chose dans les buissons. Elle leva une main, lente et ouverte. « Je ne suis pas une guerrière, dit-elle. Je suis une négociatrice de meurtre, un travail différent. Je pose des questions et j'écoute les réponses, puis j'essaie de trouver un arrangement qui empêche les gens d'être blessés. » Elle baissa les yeux sur Humphrey, qui s'était complètement installé et ronronnait à un volume qui semblait médicalement improbable. Mon chat partage apparemment la philosophie générale, bien que ses méthodes soient plus directes. Quelque chose changea autour des yeux de Cale. Pas la confiance, pas encore, mais l'espace où la confiance pourrait aller si on lui donnait de la place. « Il s'est juste assis sur moi, dit-il. » Le ton perplexe d'un homme déposant une plainte officielle sans service des plaintes. « Il fait ça au roi Alpha, dit Dina, régulièrement, pendant les pétitions officielles. » Et là, juste pour une fraction de seconde, quelque chose qui était presque un sourire. Il traversa le visage de Cale comme un oiseau traversant une fenêtre, disparut avant que l'on puisse être sûr qu'il était là, ça. Il baissa les yeux sur Humphrey, qui avait commencé à pétrir son genou avec de petites pattes méthodiques, entièrement absorbé par le travail de rendre toute surface qu'il occupait plus personnellement satisfaisante. « L'Alpha d'Ashvale et c'est mort en octobre, dit Cale. Il le dit comme les gens disent des choses qu'ils ont répétées 100 fois dans leur tête et qu'ils prononcent à voix haute pour la première fois. Vite, sans avertissement. Pas de plan de succession. Il avait 53 ans et personne n'avait encore pensé à poser la question. Il se tut. La forêt autour d'eux faisait les bruits que les forêts font quand on ne les écoute pas. Une branche qui s'installe, quelque chose de petit dans le sous-bois, le craquement particulier des arbres froids. Le conseil s'est réuni pendant 4 jours. N'a pas pu se mettre d'accord. 2 membres seniors sont partis avec leur famille à la première semaine. Après ça s'est juste... Il fit un petit geste d'une main, paume vers le haut, doigt s'ouvrant. Dissous, c'est le mot, comme quelque chose dans l'eau. Combien d'entre vous sont venus à l'Est? 14. Le nombre atterrit avec poids. Nous pensions avoir entendu que Greywood acceptait les loups déplacés. Accord d'intégration, statut provisoire. Nous sommes venus parce que nous pensions qu'il pourrait y avoir un chemin. Que s'est-il passé? Nous avons été prudents. Nous ne voulions pas causer de problème.
Il le dit avec l'emphase de quelqu'un qui sait comment ça sonne rétrospectivement. Nous sommes restés au fond des bois. Nous pensions trouver la bonne façon d'approcher, trouver la bonne personne à qui parler. Et puis la nourriture a manqué plus vite que prévu. Et le froid est arrivé tôt, et il s'arrêta. Nous sommes 7 maintenant. Nous en avons perdu 4 dans un incident de frontière 2 territoires en arrière, avant d'arriver ici. 3 autres sont partis tenter leur chance ailleurs, de meilleures chances seuls, pensait-il. Il dit cette dernière partie sans amertume, juste le calcul plat et épuisé de quelqu'un qui fait des maths qui ne tombent pas juste depuis longtemps et a cessé de s'attendre à ce qu'elles se fassent. « Tes gens sont-ils prêts à parler ?» demanda Dina. « Correctement, avec le roi Alpha, à une table, pas dans le noir. » Cale resta silencieux un long moment. Humphrey pétrissait. La forêt respirait. « Est-ce qu'il écouterait ?» demanda Cale. « Vraiment écouter, pas seulement nous entendre, pour ensuite décider ce qu'il allait déjà décider. »« Dis le reste, » dit Dina. Il la regarda. « Vraiment écouter. »« Oui, dit-elle. Elle le dit avec la certitude d'une femme qui avait passé 3 semaines à regarder un homme combattre ses propres meilleurs instincts et savait, avec la profondeur viscérale de quelqu'un dont le travail était de lire les gens, que les meilleurs instincts allaient gagner. Il écoutera. Elle entendit Barrett avant de le voir, le poids contrôlé de son pas dans le sous-bois. Un homme qui se déplaçait silencieusement par nature et qui, à ce moment-là, choisissait de ne pas le faire. S'annonçant, leur donnant du temps. Il traversa les arbres et s'arrêta. Il vit sa compagne assise sur une bûche à la lisière de son territoire. Il vit un loup solitaire qu'il avait envoyé une patrouille déplacée. Il vit son chat installé sur le genou du solitaire avec la conviction territoriale d'une petite annexion poilue. Il regarda Dina. Elle le regarda en retour et ne parla pas. Le choix était entièrement le sien. Il regarda Cale. Le jeune loup s'était raidi, les mains à plat sur ses cuisses, les yeux suivant l'alpha avec l'attention vive et involontaire que la proie accorde à un prédateur. Puis Cale se ressaisit, se corrigea, resta immobile délibérément, avec l'effort de quelqu'un qui a eu peur assez longtemps pour savoir que la peur n'est pas la même chose qu'une réponse. Barrett remarqua cela. Elle le vit le voir. La façon dont la peur de Cale s'enregistra dans la posture de Barrett, non pas comme une satisfaction, mais comme une information qui lui coûta quelque chose à recevoir. Rex dans sa poitrine se tut. Pas le volume habituel, quelque chose de plus bas et de plus réfléchi. Quelque chose qu'elle aurait pu décrire, si on l'avait pressé, comme de la reconnaissance. Sana dans celle de Dina. Il est venu parce qu'il te cherchait. Classé. Barrett s'accroupit. C'était délibéré. Un grand homme se faisant plus petit, amenant sa ligne de regard sous celle du jeune loup, et cela lui coûta quelque chose de le faire parce qu'il comprenait exactement ce que cela communiquait. Pas de la faiblesse, mais le choix de déposer une arme dont il n'avait pas besoin. Il regarda Humphrey, toujours installé sur le genou de Cale, ronronnant avec la confiance inébranlable d'une créature qui n'a jamais douté de la rationalité fondamentale de l'univers. « Il semble à l'aise, » dit Barrett. Cale cligna des yeux. « Oui. » Il ne se trompe généralement pas sur les gens. Barrett se rassit sur ses talons, sa posture ouverte de la manière que Dina n'avait vue que pendant les courses de l'aube. Rien de retenu, rien de crispé. Il regarda Cale directement. « Parle-moi de ta meute, de ce qui s'est passé et de ce dont vous avez besoin. J'écouterai d'abord, puis je te dirai ce que je peux offrir. » Cale lui raconta. Barrett écouta d'une manière que Dina ne l'avait pas vu écouter en conseil, en audience, ou dans aucun des contextes formels qu'elle avait observés. Il écouta comme il courait, complètement sans performance, comme si l'acte de recevoir cette information était la seule tâche sur le territoire qui valait la peine d'être faite. Quand Cale décrivit la dissolution du conseil, Barrett se pencha en avant. Quand Cale mentionna l'incident de frontière, il demanda doucement « Quel territoire ?» et hocha la tête une fois. Quand Cale en arriva aux 7 d'entre eux dans le bois de l'Est, la nourriture manquant, la température chutant, le calcul spécifique de savoir s'il fallait approcher ouvertement ou survivre tranquillement en espérant que quelqu'un remarque, Barrett resta silencieux un long moment. Regardant le sol entre eux, ses mains étaient immobiles. « Les raids sur les fermes, » dit-il. « Je sais. » La voix de Cale était stable, mais Dina pouvait voir l'effort que cela lui coûtait. « Je suis désolé. Nous étions... » Il s'arrêta. « Il y a des louveteaux.
3 de nos 7 ont moins de 10 ans. La plus jeune de Ren et Sorka n'avait pas mangé depuis 2 jours quand nous sommes allés au grenier la première fois. Il dit cela sans excuse, juste comme un fait. Le fait qui explique les autres faits. Barrett était silencieux. Alors la première fois, le grenier au début de l'automne. Était-ce un plan ou une décision prise sur le moment? De toutes les questions auxquelles Cale s'était préparé, celle-ci n'en faisait pas partie. Sa surprise se manifesta par un scintillement de quelque chose qui se recalibrait derrière ses yeux. Sur le moment, dit-il, nous n'y sommes pas allés avec un plan, nous y sommes juste allés. Barrett hocha la tête, resta assis avec ça. L'incident de frontière 2 territoires en arrière. Que s'est-il passé? Le visage de Cale changea. Pas beaucoup, juste assez. La surface se lissant alors que quelque chose en dessous se tendait. Nous sommes entrés sur le territoire d'Irismark en essayant de trouver un campement. Nous ne savions pas où était la frontière. Ils n'ont pas posé de questions. Une pause. Nous avons perdu 4 personnes en environ 10 minutes. Nous avons couru. Il le dit avec la platitude particulière de quelque chose revécu tant de fois. Les bords se sont usés pour ne laisser que la forme. Barrett n'offrit pas de condoléances. Il reçut l'information, hocha la tête une fois, et passa à autre chose avec l'efficacité spécifique de quelqu'un qui comprend que la sympathie non sollicitée coûte souvent plus à la personne qui la reçoit qu'elle ne vaut. Votre aînée, Petra, combien de temps a-t-elle siégé au conseil d'Ashvale? Autre question inattendue. Cale le regarda vraiment pour la première fois avec autre chose que de la peur. 22 ans, c'est grâce à elle que nous sommes 7 au lieu de 0. Les noms, dit Barrett. Vos gens, quels sont leurs noms? Cale cligna des yeux. Il y a moi, Petra, Ren et Sorka. Ils sont liés. Ils ont les 3 louveteaux. Ren, elle a 15 ans. Et Bram. Il marqua une pause. Bram a été malade. Le froid, nous avons géré ça. Malade comment? La fièvre va et vient. Il a besoin de chaleur, de nourriture et de repos. Cale dit chaque mot avec soin, comme s'il posait des cartes face cachées. Il en avait déjà assez demandé. Il n'en demanderait pas plus. Barrett était silencieux. La forêt attendait. Quelque part, un oiseau chantait avec la persistance inconsciente d'une créature qui ne sait pas qu'elle se produit pour un public. Je peux offrir un statut provisoire. Barrett le dit. Ce n'est pas une adhésion complète à la meute. Cela prend du temps et de la confiance, et ça doit aller dans les 2 sens. Mais cela signifie que vous êtes sur nos terres avec notre protection. Vos gens ont accès aux réserves communales de la ferme de l'Est pendant l'hiver. Au printemps, nous négocierons les termes correctement. Il regarda Cale. Bram va voir notre guérisseur aujourd'hui. Ce n'est pas un point de négociation. C'est juste ce qui va se passer. Cale le fixa. Il y a des conditions, continua Barrett. Je voudrais rencontrer tes gens. Nous avançons lentement. Si quelqu'un cause du tort à un membre de la meute ou à sa propriété, l'arrangement prend fin et je le traite comme une violation de traité. Ce sont les termes. Un temps. Ils sont justes. Cale le fixait toujours. Il ressemblait, pensa Dina, à un homme qui a porté quelque chose de si lourd pendant si longtemps que les muscles se sont bloqués et quelqu'un vient de lui dire très sobrement qu'il peut le poser. Et le poser est la partie la plus difficile. Si ça ne marche pas, dit Cale prudemment, les termes provisoires. Si quelqu'un de notre groupe fait une erreur, alors nous traitons l'erreur spécifiquement de la même manière que je la traite avec n'importe quel membre de la meute. Pas de punition collective. L'arrangement ne s'effondre pas parce qu'une personne prend une mauvaise décision. Barrett marqua une pause. J'ai pris de mauvaises décisions récemment. Je suis toujours sur le fauteuil. Quelque chose dans la posture de Cale changea. Pas d'un coup, mais progressivement. De la manière dont un nœud se desserre quand on arrête de tirer dessus. Il était toujours méfiant. Il serait méfiant pendant un certain temps, mais la qualité crispée, la préparation contenue de quelqu'un attendant le coup qu'il s'attendait à recevoir, avait commencé à s'estomper. Petra voudra vous parler directement, dit-il. Elle aura ses propres conditions. Bien, je serais inquiet si elle n'en avait pas. Pourquoi, dit Cale, puis se rattrapant. Je veux dire, parce que des loups affamés à ma frontière est un problème qui s'aggrave, pas qui s'améliore, si je l'ignore. Parce que ma négociatrice de meute a présenté un argument raisonnable il y a 2 semaines que j'aurais dû écouter la première fois. Il ne regarda pas Dina. Elle n'avait pas besoin qu'il le fasse. Et parce que votre aînée s'appelle Petra, et votre loup malade s'appelle Bram,
et que vous gérez une fièvre dans un camp de fortune dans mon bois de l'Est depuis 2 mois. Et rien de tout cela n'est résolu en envoyant plus de guerriers. Cale laissa échapper un souffle. C'était le genre qui prend beaucoup de temps à sortir complètement. Oui, dit-il, nous parlerons. Humphrey, qui avait déterminé que la situation avait atteint une conclusion satisfaisante, se leva sur le genou de Cale, s'étira avec une cérémonie immense et s'enfonça dans le sous-bois à la recherche de quelque chose de plus personnellement intéressant. Ce soir-là, après que les arrangements furent faits et que Cale fut retourné auprès des siens avec un guérisseur, 2 gardes et un chariot de provisions, Dana et Barrett s'assirent près du feu dans leurs appartements. Humphrey était sur le lit, endormi dans la juridiction générale de l'oreiller royal. La souris en feutre était sur le rebord de la fenêtre, un élément permanent maintenant, légèrement abîmé, aussi aimé et fonctionnel que n'importe quoi dans le château. « Tu avais raison, dit Barrett. Il regardait le feu, son profil éclairé par une lumière chaude et inégale, les ombres se déplaçant sur son visage comme quelque chose de vivant. À la réunion du conseil, tu as vu ce que je ne voulais pas voir. Tu l'as vu aussi. Tu avais juste besoin de quelques jours et d'un chat pour établir le premier contact. » Il faillit sourire, le coin de sa bouche se soulevant contre sa volonté, le petit mouvement involontaire qu'elle avait catalogué et gardé. Rex aimerait que je note qu'il suggère depuis un certain temps que Humphrey est un atout de renseignement d'une capacité formidable et que son jugement sur les questions territoriales devrait être formellement consulté. Les instincts de Rex sont meilleurs qu'il ne le laisse paraître. Ne le lui dis pas. Il deviendra insupportable. Une pause. Le feu bougea. Je n'ai pas écouté parce que je protégeais quelque chose qui n'était pas menacé. Tu n'as pas essayé de me prendre quoi que ce soit. Tu as offert ton aide et j'ai... Il s'arrêta, regarda ses mains. Elle attendit. Le feu était chaud et la pièce sentait la fumée de bois et l'odeur particulière et intime d'un endroit où 2 personnes vivent depuis assez longtemps pour laisser une marque dans l'air. Mon père gouvernait seul, prenait chaque décision seul, ne faisait confiance au jugement de personne d'autre que le sien. Il appelait ça de la force. Il retourna ses mains, les étudiants comme les gens le font quand ils lisent quelque chose écrit là, il y a longtemps. Je sais que ce n'en était pas. Je le sais mieux maintenant que je ne le savais il y a une semaine. Qu'est-ce que c'était? Il resta silencieux un long moment. Dehors, le vent se déplaçait contre les murs du château. De la peur, dit-il. Si tu ne comptes jamais sur personne, personne ne peut partir pendant que tu comptes encore sur eux. Il la regarda enfin directement, avec l'expression qu'elle avait cataloguée cette première nuit dans le bureau. Sans méfiance, ouvert. Le visage d'un homme qui a décidé d'être vu et qui va jusqu'au bout. Je ne sais pas comment faire ça bien, Dina. Avoir quelqu'un, lui faire confiance correctement. J'attends toujours le moment où je me suis rendu trop dépendant et tu... Ne finis pas cette phrase. Pas méchamment. Je ne vais nulle part. Tu pourrais un jour pour 100 bonnes raisons. Je pourrais, admit-elle. Les gens partent, les meutes se dissolvent, les alphas meurent sans successeur. C'est vrai et c'est effrayant, et ce n'est pas une raison pour passer le temps que tu as seul à l'intérieur de tes propres murs. Elle tendit la main et couvrit la sienne de la sienne. Sa peau était chaude du feu. J'ai choisi ça, Barrett. Je continue de le choisir. Toi aussi. C'est ça le truc. Il retourna sa main et serra la sienne. Sa prise était forte et un peu instable. Je vais encore me tromper, dit-il. Je fermerai une porte qui devrait rester ouverte. Je serai le fils de mon père quand j'aurai peur. Je sais, je te le dirai quand ça arrivera. Tu devras être direct, j'ai la tête dure. J'ai remarqué, on m'a dit que j'avais la langue bien pendue. Entre nous deux, on devrait s'en sortir. Il resta silencieux un moment. Alors je suis amoureux de toi. Il le dit comme il disait tout ce qui était réel, sans performance, avec la certitude tranquille et particulière de quelqu'un énonçant un fait qu'il portait et qu'il avait finalement décidé de déposer. Pas comme une révélation, mais comme un aveu, ce qui est plus difficile. Je suis amoureuse de toi, dit-elle, depuis la nuit où je t'ai trouvé en train de faire des bridges de cotte indignes au pied du lit et que j'ai décidé de garder ton secret. Il devint très immobile. Le toilettage. Le toilettage. Une pause d'une longueur considérable. Sa main se resserra sur la sienne. «
Et tu n'as rien dit à personne, dit-il. Bien sûr que non, c'était à toi. L'expression qui traversa son visage était une qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Quelque chose entre la gratitude et le soulagement spécifique d'un homme qui a porté une pierre qu'il s'attendait à voir utilisée contre lui et qui vient de découvrir qu'elle avait été gardée en sécurité tout ce temps. Pas gardée comme un moyen de pression, pas stockée comme une munition, juste tenue parce qu'elle comptait, parce que c'était vrai, parce qu'elle avait compris instinctivement que certaines choses valaient la peine d'être gardées sans raison. Rex dans sa poitrine. À nous, petit roi et compagne et à nous. Nous sommes une meute complète. Je vais composer l'épopée maintenant. Elle fera 43 strophes. J'ai déjà commencé. Si Lana dans celle de Dina n'envoya rien, elle avait classé cela il y a 6 semaines et avait attendu avec ce qu'elle considérait comme une patience appropriée que les événements confirment son évaluation. Elle ne dit pas « Je te l'avais bien dit ». Elle n'était pas Rex. Merci, dit Barrett doucement, comme quelqu'un déposant la dernière chose lourde. Elle rit, le vrai rire, chaleureux et surpris, et il sourit, petit, fatigué, authentique. Ils restèrent assis ensemble près du feu, tandis que Humphrey ronflait sur l'oreiller royal, avec l'oubli satisfait d'une créature qui a réglé un différend territorial, s'est fait un ami et a accompli une journée complète de travail. Petra arriva 3 jours après la signature des termes provisoires. Elle entra dans la chambre du conseil comme certaines personnes entrent dans le mauvais temps, déjà préparées à tout ce qui allait arriver et habillées en conséquence. Elle avait 51 ans, était compacte, avec du gris à ses tempes, et la franchise particulière d'une personne qui a siégé assez longtemps dans des conseils pour être en permanence à court de patience pour les gens qui utilisent 12 mots quand 3 suffisent. Elle balaya la pièce du regard. Elle nota la table, usée, marquée, clairement sujette à un débat en cours. Elle nota les membres du conseil disposés sur leur siège avec la décontraction étudiée de gens à qui on a dit que de la visite arrivait. Elle nota Humphrey, qui était installé au centre de la table sur une pile de documents commerciaux, se léchant la patte avant. « C'est un chat » dit-elle. « Seigneur Humphrey » dit Marcus sans hésitation. « C'est un conseiller du conseil. Il est spécialisé dans les questions territoriales. » Petra regarda Marcus. Elle regarda Humphrey. Elle s'assit, ouvrit sa sacoche, en sortit une liasse de notes denses d'écriture et les plaça sur la table avec l'autorité nette de quelqu'un qui pose ses conditions. « J'ai un certain nombre de réflexions sur l'accord de distribution de grains, dit-elle. Spécifiquement, le 3e niveau d'allocation, que je crois avoir été rédigé sans une compréhension adéquate de la variance hivernale de la production de la ferme de l'Est. Si le chat prend des notes, il doit savoir que j'ai de la documentation. » Humphrey miaula. « Il approuve la documentation, » dit Barrett avec un visage parfaitement impassible. « Veuillez continuer. » Petra continua. Elle continua pendant 45 minutes. Elle avait des graphiques, elle avait des projections. Elle avait une analyse de marge du 3e niveau d'allocation qui fit que Marcus se pencha en avant sur sa chaise et prit ses propres notes, ce qui était soit un signe d'intérêt professionnel, soit d'alarme professionnelle. C'était le début d'une relation de travail que Marcus décrirait plus tard en privé comme étant étonnamment fonctionnelle et parfois terrifiante. Petra n'avait aucun intérêt pour la politique de cour et un grand intérêt pour les systèmes qui fonctionnaient correctement, ce qui s'avéra être exactement la combinaison qui manquait au rapport d'allocation de l'Est. En 15 jours, elle avait révisé le modèle de distribution au profit à la fois des fermes et du groupe intégré d'Asheville. Elle identifia également, sans qu'on le lui demande, la source du courant d'air du parapet ouest, qui s'avéra être liée à la même faille structurelle que Marcus avait enquêtée. Marcus prit cette nouvelle avec sérénité. Il avait, après tout, déjà trouvé la faille. Il n'avait juste pas encore eu l'occasion de le mentionner à quelqu'un qui ferait quelque chose à ce sujet avec cette vélocité particulière. La fièvre de Bram tomba en une semaine. Les Louveteaux de Ren et Sorka se lièrent d'amitié avec les enfants de Milford, de la manière dont les Louveteaux le font toujours. Immédiatement, complètement, et sans la moindre conscience qu'ils étaient censés être une situation politique compliquée. Cale, il s'avéra, était un chien de berger doué sous sa forme transformée, une découverte qu'il fit à la ferme de Milford quand une brebis s'échappa, et il fut là avant que quiconque ne pense à le lui demander.
La famille Milford trouva cela considérablement plus utile que tout ce que la patrouille de guerriers avait accompli. Et Cale, accroupi, les oreilles en avant, déplaçant les moutons avec une douce précision, sembla pour la première fois depuis que Dina l'avait rencontré, faire quelque chose pour lequel il était fait et qu'on ne lui avait pas encore donné la permission de faire. La course de la meute eut lieu à la première pleine lune après la signature des termes provisoires. Barrett n'avait pas invité les loups d'Asheville. C'était trop tôt, trop. Mais Cale était sur le terrain quand la meute se rassembla au crépuscule. 30 loups dans une clairière derrière le château, se transformant un par un, deux par deux, l'air se remplissant des sons des corps changeants et de la charge électrique sauvage d'une meute se préparant à se déplacer ensemble. Cale se tenait à la lisière des arbres, regardant, les bras croisés sur sa poitrine dans la posture de quelqu'un qui ne fait pas partie de quelque chose, le sait, et a fait de la paix avec ce savoir. Barrett se transforma. Le loup noir émergea, énorme, sans hâte, l'alpha entrant dans son autre peau avec l'aisance de quelqu'un qui enfile un manteau, et la meute se tut. 30 loups, tous les yeux sur lui, attendant. Il tourna la tête, regarda Cale. L'invitation ne fut pas prononcée, car les loups ne parlent pas. C'était quelque chose de plus simple et de plus ancien que ça. Une inclinaison de la grande tête noire, un battement d'immobilité, puis le mouvement. Barrett se tourna vers la forêt et la meute suivit. Et à la lisière de la clairière, Cale se transforma, sa forme de loup mince, grise et jeune, et se joignit à l'arrière de la meute avec la foulée prudente et reconnaissante de quelqu'un rejoignant une course à laquelle il n'était pas sûr d'être invité. Ils coururent à travers le bois de l'Est, sur le sol gelé, sous un clair de lune qui transformait la neige en argent. Dina courait près de l'avant, la concentration de Sana se réduisant au pur moteur sensoriel de la chose. Odeur, sol, meute, la position de chaque corps dans la formation. L'air nocturne froid et pur dans ses poumons. Quelque part derrière elle, un jeune loup gris suivait le rythme. Au printemps, 3 des 7 avaient officiellement demandé l'adhésion complète. Les fermes de l'Est ne signalèrent plus d'incidents. La situation d'Anna et Marcus se résolut comme les intrigues secondaires de tout château bien géré finissent par le faire, avec un morceau de bois pourri et une invitation à dîner inattendue. Marcus apparut dans les appartements d'Anna un mardi soir, traînant des toiles d'araignée dans ses cheveux et tenant un morceau de poutre murale pourri avec l'expression solennelle d'un homme présentant une preuve de grande importance. « Le courant d'air, dit-il, j'ai trouvé la source. 4e section du mur extérieur, juste au-dessus des lambris. J'ai colmaté. Ça devrait tenir l'hiver, mais je voudrais vérifier au printemps. » Anna le regarda, les toiles d'araignée, la poussière sur son nez, le morceau de bois pourri qu'il lui tendait comme un document nécessitant sa signature. Il avait essayé de trouver la source du courant d'air dans ses appartements pendant 3 semaines. Non pas parce qu'elle l'avait demandé, non pas parce que c'était son travail, parce qu'elle avait mentionné une fois en passant lors d'un débriefing de patrouille qu'elle trouvait difficile de dormir avec un froid venant du mur Est. Et il avait apparemment classé cette information et agi en conséquence avec la persistance tranquille et minutieuse de quelqu'un pour qui se soucier de quelque chose signifie faire quelque chose à ce sujet, même lorsque le quelque chose en question implique de ramper dans un vide sanitaire à des heures indécentes avec une lanterne et un couteau à calfeutrer. Elle regarda la poussière sur son nez pendant un long moment. « Reste pour le dîner, dit-elle. » Le dîner était un ragoût de venaison qu'Anya n'avait pas cuisiné, car Anya ne cuisinait pas, un fait qu'elle révéla sans embarras. Le ragoût avait été envoyé des cuisines. Il était bon. Ce n'était pas la question. Marcus parla des routes d'approvisionnement de l'Est. Anya écouta, non pas l'écoute polie de quelqu'un qui est patient, mais l'écoute engagée de quelqu'un qui suivait le fil logistique et avait des opinions sur le 3e relais. Elle exprima ses opinions. Ils se disputèrent pendant 40 minutes sur la couverture de patrouille optimale de la frontière Est. C'était le moment le plus confortable que Marcus ait passé dans une pièce depuis longtemps. « Tu as essayé de trouver cette faille pendant 3 semaines, » dit Anya. « 18 jours. » « Pourquoi? » Il la regarda. « Parce que ça te dérangeait. » La phrase resta entre eux, plus directe qu'il ne l'avait prévu. Il se prépara. Anna l'étudia. « Le couloir nord a une dalle de pierre décellée depuis 2 ans, dit-elle. Ça me rend folle chaque fois que je passe devant. » Marcus nota cela. Il le nota très soigneusement.
Je pourrais regarder ça, dit-il. Oui, tu pourrais. Les archives officielles du règne du roi Alpha Barrett Lockhatch noteraient les accords commerciaux, les unifications de meutes et la prospérité. Elles ne diraient rien d'une souris en feutre sur un rebord de fenêtre ou d'un loup léchant un chai au clair de lune, ou d'un jeune solitaire qui accepta de parler parce qu'un gros charroux s'assit sur sa botte et ronronna si fort que le sol trembla. Elle ne mentionnerait même pas une aînée de meute avec des graphiques, ou trois louveteaux qui se liaient d'amitié par-delà un conflit frontalier sans y penser, ou un roi qui apprit au 2e mois de son mariage qu'un partenaire n'est pas un handicap. C'est la chose qui vous rend capable de prendre la bonne décision au bon moment. Dina tenait les archives non officielles. Elle avait toujours eu l'intention de le faire. Elle les écrivait dans les marges des procès-verbaux du Conseil, dans des lettres à sa sœur, dans le dossier croissant que Sana tenait avec une précision caractéristique et sans commentaire éditorial. Le règne de Barrett Lockhatch, écrivit-elle, fut défini par la reddition inconditionnelle d'un loup à un chat. Et tout ce qui suivit de l'apprentissage que la reddition et la force n'étaient pas, en fin de compte, des choses opposées. Rex, de son côté, travaillait sur l'épopée depuis octobre. Il en était à la 43e strophe. C'était, selon tous les comptes internes, un grand succès. Il avait récemment ajouté une section sur le triomphe diplomatique du petit roi sur l'intrus porteur d'épée, qu'il considérait comme son œuvre la plus forte à ce jour. Sana ne l'avait pas lu, elle n'allait pas la lire. Elle avait classé son existence sous noté et en était restée là.